Des banlieues et qui affirment froidement, sans se donner une minute ou une heure de peine, à enquêter, à travailler, à lire, mais qui décrètent, et on ne leur demande pas de compte, que voilà, une majorité, ou la plupart, voire toutes, ou en tout cas un certain nombre, sont alors soit les victimes, soit les agents, soit un mélange des deux, c'est très, très, très vague, de groupes intégristes. Je dis qu'il y en a certainement. Après tout, pourquoi y aurait-il pas, comme tout le monde le sait, des extrémistes là alors qu'il y en a ailleurs, y compris des extrémistes laïcs ou des extrémistes politiques. Et je comprends pas que les gens aient peur de ça, parce que c'est si moi qui connais assez bien quand même maintenant je connais pas mal de musulmans et tout ça, donc je vois pas comment des gens qui ils t'avouent eux-mêmes qu'ils en connaissent pas, qu'ils ont pas envie d'en connaître, et ils vont avoir peur des gens qui sont, je sais pas, des groupes cachés quelque part. En fait, ils sont prisonniers d'une vision essentialiste de l'islam qui fait que pour eux l'islam et le foulard, et là aussi c'est aussi un cliché effectivement colonial, c'est que l'islam et le foulard c'est la même chose, ou constitue dans le temps, ou constitue dans l'espace. C'est-à-dire que l'Iran ou la France, c'est la même chose, le signe est le même. Or, je veux dire, c'est évident que non. Il existe des mouvements intégristes à Lyon, à Paris, enfin surtout vraiment dans les grandes banlieues. Et je pense que autant moi je les combats comme n'importe quel citoyen, dans la mesure où c'est une vision une vision absolue, que je partage pas du tout, et très violente des choses. Mais maintenant, la majorité de la communauté musulmane ou de la population musulmane en France partage pas du tout cette idéologie-là, et plutôt contre, quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où, s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. On maintient les gens sur la peur de l'intégrisme, sur la peur de voir Ben Laden arriver en France, sur la peur de l'attentat, sur la peur de... On les tient là-dessus. Parce que si finalement il n'y avait pas toutes ces appréhensions-là, les gens iraient d'eux-mêmes rencontrer ces gens qu'on montre du doigt. Mais qui sont-ils? Mais on n'irait pas, parce qu'on a peur de sauter sur une bombe. Tout débat, normalement, a des nuances. Rien n'est blanc ou noir. Mais quand il s'agit de la question de l'islam, il y a les bons et les méchants. Il y a le blanc et le noir. Tout est binaire, un peu comme notre ami George Bush, qui a adressé un axe du mal. Et bien là, pareil. On a défini qui était le mal. Et celui qui a le malheur de déroger à ce qu'on a défini comme étant le mal, ou c'est un islamophile, ou il a un double langage, ou il a quelque chose à cacher. Si on s'exprime mal, c'est qu'on est manipulé. Quand on essaie de s'exprimer correctement, on manipule. Quand on essaie de déconstruire le discours de l'autre, on essaie de se la jouer plus royaliste que les royalistes eux-mêmes. Donc finalement, on place le débat dans l'impasse. Peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on se décline musulman, forcément il y a anguille sous roche. Si on veut lutter contre les intégristes, on mène une politique contre les groupes intégristes. On ne mène pas une politique contre les gamines de 15 ans ou de 18 ans, qu'elles y soient ou qu'elles y soient pas, mais même quand elles y sont, a fortiori, on les exclut pas de l'école. Si ces groupes sont dangereux, si ces groupes dangereux existent, la fille qui vient quand même à l'école publique avec son voile, je dirais que c'est un devoir impérieux de précisément la garder au sein de cette école laïque qui, malgré tous ses défauts, lui permet de côtoyer déjà des élèves de tous horizons et puis de recevoir un enseignement un petit peu différent de ce qu'elle entend à l'extérieur. Alors je suis aide-éducatrice dans un collège, donc ça fait 4 ans et demi. Et donc il y a une fille qui porte le voile, mais parce qu'elle est obligée. Donc elle est soumise à l'autorité parentale. Et donc c'est une bonne élève qui aimerait aller l'année prochaine au lycée et aller à la fac, faire des études de médecine.
Et le problème, c'est que son père, il est d'accord, mais il lui dit tout simplement que de toute façon, comme l'école ne veut pas d'elle, de toute façon, elle n'ira pas. C'est une fille comme tout le monde, je veux dire, c'est une fille de son âge, 14 ans, donc qui se maquille, qui se démaquille avant de rentrer, comme on l'a tous fait, quoi. Qui est amoureuse, qui pleure, qui rit, je sais pas, c'est une fille, quoi. Elle risque d'être exclue, et je trouve, alors que l'école est obligatoire quand même. Et je trouve que l'école, quand on est adolescent, c'est difficile d'être adolescent, on a vraiment plein de cela où on a tous nos problèmes, et je trouve qu'en rajouter encore par rapport à un voile, c'est une fille, c'est un être humain, et on n'a pas le droit d'empêcher des gens d'aller à l'école. Je les connaissais, ces filles-là, depuis quelques années parce qu'on faisait des trucs ensemble, parce qu'on faisait les mêmes manifs, etc. Et puis en fait, ces histoires sur les lois, au début je voulais pas me positionner, quoi. Je me disais, c'est pas important, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça. Il y a la casse du service public, il y a les chômeurs, il y a tout ça. Et après tout, pourquoi s'en occuper? Et puis là, cette année, je me suis rendu compte qu'en fait, même si je les connaissais pas très bien, même si je les connaissais que de vue, même si j'avais fait que des manifs avec elles, il se trouve que ces filles-là, tout d'un coup, elles risquaient d'être envoyées, quoi. Tout d'un coup, ça devenait prégnant, quoi. On les voyait et puis on savait que demain, elles auraient sûrement plus de cours, quoi. Pour nous, au Festival Permanent, ça a été une suite logique, qu'on se retrouve en même temps dans le mouvement social de mai-juin contre les retraites, qu'on se retrouve avec des groupes de femmes sur les luttes féministes, qu'on se retrouve avec des collectifs ou des groupes politiques sur les questions de colonialisme. Pour nous, la lutte est la même. Et dans cette lutte-là, contre cette loi-là, on y retrouve, et on n'a aucun problème de se retrouver, de faire la jonction de ce qui nous semble être 3 luttes nécessaires contre 3 rapports de domination qui nous pourrissent la vie. C'est comme si les adultes de cette grande famille n'avaient pas voulu voir l'émergence de ce que certains de ses membres pouvaient exprimer comme richesse. Et donc depuis 1997, en fait, notre famille y a perdu en créativité, notre famille française y a perdu, et c'est comme si au lieu de s'ouvrir à toutes ces nuances que les différents groupes communautaires pouvaient apporter, il n'y avait aucune raison qu'elles ne les apportent pas, ces différences-là et ces richesses. Si on retrouve dans cette loi-là toutes les caractéristiques des rapports de domination qu'on combat. On retrouve bien sûr le rapport colonial parce que c'est effectivement une continuation de l'histoire coloniale française. Du rapport colonial qui est présent et qui est ancré dans la société française, c'est-à-dire cette vision de vouloir avoir une population corvéable à merci. Et dans ce sens-là, on retrouve tous les facteurs de domination économique du capitalisme. Parce que pourquoi on veut exclure des gens, si ce n'est pour à un moment donné les précariser? Et c'est les nanas qui maintiennent la cohésion familiale avec des pères humiliés. Ça veut dire qu'elles portent le foulard pour soigner le père et pour maintenir la cohésion de la famille. Ça, j'avais dit peut-être en 97. Les mecs qui m'ont allumé à mort, à mort, c'est la Ligue communiste et puis c'est les universitaires qu'on fréquente maintenant. En plus de ça, je suis athée, anticlérical, à tendance libertaire, donc je me trouve en franche opposition avec beaucoup de gens qui sont de ma tendance. Mais en fait, c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit moi qui me trompe, parce que la lutte contre les religions, quand on décide de la faire, parce que les religions, on considère que c'est aliénant, etc. Elle peut pas se faire au mépris des individus. On peut pas dire aux gens que leur religion, ça sert à rien, qu'elle est inutile, qu'elle les fourvoie, et